Bonjour, donc Marc Bourquin, je suis conseiller stratégie à la Fédération hospitalière de France. Donc, je travaille sur l'ensemble des sujets qui concernent les établissements de santé et médico-sociaux et avec un travail plus particulier en ce moment, notamment sur les sujets grand âge et autonomie. L'innovation sociale, je dirais qu'on peut l'appréhender sur plusieurs axes. D'abord, j'allais dire, la base, le minimum minimorum, c'est la question de la qualité de vie au travail et de la lutte contre les accidents de travail. En deuxième lieu, je dirais, il y a la question de la promotion professionnelle. Et en troisième lieu, il y a la question de l'initiative, de l'innovation et de la capacité des professionnels à pouvoir innover dans leur cadre de travail. Donc sur le premier sujet, d'abord, il y a beaucoup à faire. Vous le savez, sans doute, le secteur du médico-social, de l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, connaît une sinistralité particulièrement forte, avec plus d'accidents de travail, par exemple, que dans le secteur du bâtiment. Donc vous voyez qu'on part de loin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait jusqu'à présent, mais nous prônons vraiment une politique systémique de lutte contre la sinistralité sous toutes ses formes, à commencer bien sûr par les plus grands fléaux que sont les risques musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Pour cela, il y a évidemment un travail de valorisation des actions de prévention et de formation à mener, mais il y a aussi à mener une politique d'investissement, par exemple dans les outils innovants comme les exosquelettes, mais aussi de manière plus traditionnelle, les équipements du type rail de transfert, tout ce qui peut éviter que les professionnels, pardon du terme, se brisent le dos. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, 2 ans avant l'âge de la retraite, 1/5 des aides-soignantes et 1/4 des agents de services hospitaliers sont en congé longue durée ou invalidité, et 1 fois sur 2, donc ça fait 10% des effectifs, pour des raisons de risque musculo-squelettique. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu, c'est des dizaines de milliers de professionnels qui ne peuvent plus exercer leur activité à cause de ça. Donc ça veut dire concrètement que nous demandons au pouvoir public de mettre en œuvre le plan de lutte contre la sinistralité qui avait été préparé à la suite d'un rapport dont d'ailleurs Rodolphe Soulier, qui est notre directeur des ressources humaines, est le co-auteur, et qui visait à proposer un plan d'investissement dans les domaines que je viens d'évoquer, de recruter dans chaque territoire de santé un préventeur des risques professionnels, et aussi de proposer de mettre en place un dispositif qui permet aux professionnels en fin de parcours, au lieu finalement d'être en invalidité, de voir une réduction de leur temps de travail, à mi-temps par exemple, mais avec plein salaire, parce qu'il vaut mieux quand même travailler à mi-temps que pas du tout. Donc ça, c'est le premier axe, il me semble vraiment très important. Le deuxième axe de l'innovation, c'est évidemment d'accélérer tout ce qui peut favoriser l'attractivité des métiers. Les questions de rémunération, mais aussi les questions de promotion professionnelle, pour donner vraiment des carrières assez professionnelles, de manière à pouvoir pleinement utiliser les ressources humaines. On fait déjà beaucoup de choses dans ce sens-là. Le secteur public est en pole position dans les moyens consacrés à cette politique. Évidemment, il faut la renforcer. Et puis, troisièmement, nous pensons qu'il faut privilégier, favoriser toutes les innovations qui visent finalement à promouvoir l'initiative des professionnels. Parce que ce qu'on voit chez les jeunes professionnels notamment, c'est au fond la volonté de ne plus être dans une organisation très hiérarchique, de pouvoir s'auto-organiser, ce qui veut dire aussi de la responsabilisation, ce qui veut dire aussi, il ne s'agit pas de dire que demain chacun fait ce qu'il veut, mais pouvoir, alors d'une part dans l'organisation des plannings, mais aussi dans au fond un changement de paradigme, passer au fond de ce qu'on appelait avant la prise en charge à l'accompagnement. Ça veut dire utiliser
la capacité d'agir des personnes accompagnées et en même temps de favoriser la capacité d'agir des professionnels. On parle parfois du modèle de Burzorg. C'est un modèle qui a été initié aux Pays-Bas et qui vise vraiment à l'auto-organisation des équipes et à privilégier l'initiative sous toutes ses formes, que ça soit dans la manière de s'exprimer auprès des patients, de prendre des initiatives de sortie des établissements, des initiatives pour faire avec plutôt que de faire directement. Voilà. Donc ça, il faut le privilégier, il faut le valoriser, sans doute, y compris financièrement. Comment on peut faire des établissements médico-sociaux et des établissements hospitaliers des lieux d'innovation sociale?